Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, et le lundi à la mi-journée pour bien démarrer la semaine avec notre rendez-vous autour des États-Unis et autour des marchés, bien sûr, des marchés qui sortent d'une semaine un peu compliquée, notamment du côté des grands indices actions aux États-Unis. On a vu la semaine dernière le Nasdaq baisser de l'ordre de 5% avec effectivement une petite purge sur de grandes valeurs technologiques. Ce sera justement un des thèmes de la semaine avec les publications attendues de grandes valeurs tech américaines. Nous aurons dans le désordre les résultats cette semaine de Google, ce sera demain soir. Tesla publiera également, et puis ensuite Meta ou encore Microsoft et Amazon qui sont attendus avec leurs résultats du premier trimestre. Semaine macro également avec des chiffres importants qui permettront de prendre la mesure de la croissance nominale américaine avec la première estimation de la croissance du premier trimestre aux États-Unis qui est attendue cette semaine, et encore le fameux indice Core PCE, l'indice d'inflation, l'indice des prix liés aux dépenses de consommation des ménages, qui est l'indice privilégié par la Réserve fédérale américaine. Le Core PCE du mois de mars sera publié en fin de semaine. Dans ce contexte, quelle stratégie d'investissement alors que le mois d'avril est un mois marqué par un nouveau choc de taux réel qui s'est diffusé à l'ensemble des classes d'actifs. On a à la fois une baisse des marchés obligataires et une baisse des marchés actions so far. Ce sont les équipes de Carmignac qui seront avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis chaque lundi à la mi-journée, notre rendez-vous américain, je le disais, avec Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous. Deux sujets incontournables en ce début de semaine et en ce lendemain de week-end. Le vote à la Chambre des représentants d'un package ou de plusieurs packages d'aide, notamment pour l'Ukraine. Le vote est passé ce week-end. Et puis, révolution dans le secteur automobile avec l'entrée du grand syndicat UAW dans une des usines de Volkswagen aux États-Unis, dans l'État du Tennessee. Nous en parlons d'ici 10 minutes à peine avec Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence. Mais d'abord, état des lieux du marché en ce mois d'avril, un mois qui tranche un petit peu avec ce qu'on pouvait observer les mois précédents, et c'est Kevin Tauzet à mes côtés en plateau, invité de cette émission de la mi-journée et de ce début de semaine, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, effectivement, le mois d'avril qui est marqué à nouveau par un choc de taux réels même, qui s'est diffusé à l'ensemble des classes d'actifs, puisque jusqu'à présent, on voit également une baisse du marché obligataire, bien sûr, mais également une baisse des marchés actions. Et je le disais, en cela, c'est un peu différent du régime qu'on pouvait observer les mois précédents. Qu'est-ce qui justifie ce nouveau schéma de marché du mois d'avril, en tout cas, aujourd'hui, Kevin ? C'est cet environnement de conte de fées. Je crois qu'on a décrit, vous avez décrit au cours des mois, voire des trimestres précédents. C'est vrai que ce qui se déroulait, c'était, on va dire, une forme de reprise, en tout cas la perspective d'une reprise économique synchrone aux États-Unis, donc la croissance américaine qui tient bien, des perspectives de reprise de croissance en zone euro, toujours l'hypothétique relance chinoise, et cette bonne tenue de l'environnement économique, notamment stimulée par les perspectives de voir une baisse des taux d'intérêt synchrone aussi. Ouais. Donc il y a encore quelques mois, quelques trimestres de ça, la question c'était qui va dégainer en premier, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre. On gagnait sur les deux tableaux. Oui, exactement. Le beurre et l'argent du beurre, pour le dire un peu trivialement. Et donc, ça a porté les marchés d'actions. On a des marchés d'actions, des performances des marchés d'actions ajustées de la volatilité, ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, qui est de l'ordre de 3, si je regarde la séquence des 3 ou des 6 derniers mois. C'est absolument extraordinaire. Donc des marchés fortement haussiers, et puis pas de volatilité, globalement. Ce qui se joue, là, depuis quelques semaines, c'est que la croissance américaine, elle tient très très bien, là aussi. Le narratif de marché, c'était pas d'atterrissage, un atterrissage en douleur, un atterrissage en douceur. Là, vraisemblablement, c'est pas d'atterrissage de l'économie américaine. Et donc, ça vient mettre en doute, les perspectives de baisse de taux, en tout cas la séquence, et ce qui semble se dessiner, c'est que on peut continuer de nourrir des espoirs, et c'est souhaitable, je crois, d'avoir une croissance économique qui tient bien, portée pas juste par les États-Unis, mais par différentes régions. Par contre, la théorie ou la thèse qui voudrait qu'on ait une baisse des taux
synchrone de la part des grands argentiers. Je crois qu'elle a pris du plomb dans l'aile. Et donc, ce qui semble se dessiner, c'est cette divergence de trajectoire de politique monétaire. Donc, avoir une réserve fédérale américaine qui maintiendrait ses taux pendant encore un certain temps, et puis certains, notamment en Europe, ou certaines, qui, elles, commenceraient à baisser leurs taux au mois de juin, et ça crée des déséquilibres. Et des réajustements. Effectivement, le dollar, notamment, qui a été un actif qu'on a vu effectivement accélérer à la hausse depuis le début du mois d'avril. Comment vous regardez justement la dimension politique monétaire? Qu'est-ce qui a changé peut-être aussi dans les anticipations que vous pouviez faire en matière de politique monétaire chez Carmignac, Kevin? Et qu'est-ce qu'une Fed sur la retenue pour plus longtemps, qu'est-ce que ça génère comme marge de manœuvre ou comme limite en matière de marge de manœuvre pour les autres banques centrales du monde? Donc là aussi, si je refais un petit peu cette séquence-là, ce qui avait motivé ce pivot, en tout cas ce changement d'orientation de politique monétaire éventuelle signalé par M. Powell, c'était des chiffres d'inflation, ce fameux PCE, déflateur du PCE qui sera publié à nouveau cette semaine, qui était sur des niveaux de croissance mois le mois extrêmement bas et tout à fait alignés avec l'objectif de la Fed. Pour rappel, on a eu en fin d'année dernière des niveaux de PCE mois le mois qui étaient en croissance de 0,1%. Il y a une réaccélération sur ce front-là. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,3%. Donc c'est sans doute ça qui a fait notamment évoluer la communication de la Banque centrale américaine. Je crois qu'il est tout à fait probable, il ne faut pas écarter un scénario où on verrait la Banque centrale américaine remonter ses taux en décembre seulement. Parce que la fenêtre d'opportunité pour le faire avant l'été, elle se réduit. Ensuite à ça, il y a des échéances électorales. Il ne faut pas écarter le fait que... De juin, on passerait à décembre. C'est tout à fait possible. D'un autre côté, on a une Banque centrale européenne qui, elle, est extrêmement claire, je crois. 2 réunions qu'elle nous dit qu'elle va, en effet, baisser ses taux au mois de juin. Alors, le contexte économique est pas le même. Elle peut le faire, là aussi. On va dire... On sort de 12-18 mois, on est dans 12-18 mois de stagnation économique, donc elle peut tout à fait se permettre de baisser ses taux d'intérêt parce que l'inflation cyclique a vraisemblablement été mise sous couvert du fait de cet environnement de stagnation économique. Est-ce qu'il y a des limites à ce qui peut être fait? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que sont les anticipations, c'est entre 1 et 2 baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine en 2024. Pour la Banque centrale européenne, quasiment 2 fois ça, on va dire autour de 3 baisses de taux. Je disais, ça induit une forme de déséquilibre. En tout cas, il y a des vases communicants, et notamment ce qui se passe sur le marché d'échange. Donc, on a des marchés d'échange qui sont, là aussi, souvent liés, en tout cas fortement corrélés, à du différentiel de taux court. Donc, aujourd'hui, il y a 1,5 baisse de taux de différence entre ce que fera la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Si je regarde le consensus de marché, ça peut amener des pressions baissières sur l'euro, et il y a là aussi des vases communicants. C'est-à-dire qu'une baisse de l'euro de l'ordre de 10%, ça veut dire 0,4 points d'inflation en plus, et ça peut venir relativement rapidement. On n'y est pas encore, mais c'est sans doute ça qui viendra, on va dire, encadrer par le bas ce que peut faire la Banque centrale européenne. Est-ce que la baisse de l'euro-dollar qu'on a quand même constatée depuis quelques semaines, est-ce qu'elle est déjà consommée de ce point de vue-là, ou est-ce qu'elle ne fait que commencer, Kevin? Alors, si je regarde certains modèles, donc si je regarde par exemple l'évolution de ce différentiel de taux court et l'évolution de l'euro-dollar, ce que ça nous dit, c'est que le niveau de l'euro-dollar devrait plutôt être autour de 1,05. D'accord. On n'y est pas encore, donc ça veut dire plusieurs choses. L'une, c'est que ces baisses de taux en zone euro, elles viendront quand même pour venir stimuler la croissance économique. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en tant que telle. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc ça vient nourrir ces perspectives de rebond synchronisées dans l'économie mondiale. D'une part, et d'autre part, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que si besoin, la Banque centrale européenne pourra en faire davantage, parce que, là aussi, la baisse de l'euro n'a pas été aussi importante que ce qu'on pouvait craindre. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est important. L'autre facteur qui est potentiellement à regarder, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle du pass-through, donc des vases communicants, là encore, sur les salaires. Là aussi, quand on regarde les derniers tours de négociation salariale, ça se passe un petit peu mieux que ce qui pouvait être craint, mais d'un autre côté, il y a quand même une grosse partie de l'inflation de l'année dernière qui s'est retrouvée dans les salaires. Donc ça c'en est une. Et puis l'autre, c'est ce qui se passe sur le front des matières premières qui là aussi sont orientées à la hausse. Et je crois qu'il y a un facteur qui est important à avoir en tête, c'est que la hausse des marchés d'actions, ça stimule la demande. La hausse des matières premières, ça a tendance à peser sur la demande. J'entends. Intéressant, la dernière prise de parole de François Villeroy-de-Galhau pour la Banque centrale européenne, gouverneur de la Banque de France, qui a un poids lourd et puis qui est un membre important du pivot aussi de la BCE.
il estime que la baisse de taux en juin, elle est garantie malgré les incertitudes et la volatilité qu'on observe aujourd'hui sur les cours du pétrole notamment. Ça ne doit pas empêcher ce premier mouvement du mois de juin selon François Villeroy-de-Galhau. Oui, mais voilà, là aussi, hein, les matières premières sont là. C'est pareil, si je regarde ces niveaux de correspondance, il faut une hausse de 10% sur les marchés du pétrole notamment, pour avoir, on va dire, les 0,1 point de pourcentage d'inflation dans l'inflation. Ouais. Bon. Je rappelle, les cours du pétrole sont plus bas aujourd'hui qu'ils n'étaient avant le 13 avril et je crois qu'on doit être à peu près sur les niveaux du 7 octobre. Les deux dates clés, on va dire, du conflit et du regain de tension géopolitique au Moyen-Orient. Cette situation et cet ajustement en matière de trajectoire de politique monétaire, est-ce qu'elle est encore favorable aux actifs risqués? Est-ce que le high for longer de la Réserve fédérale américaine et ses impacts ailleurs, est-ce que c'est encore positif pour des marchés actions ou des marchés de crédit? Mais il nous semble que là aussi, c'est-à-dire que dans ce que je décrivais, il y avait bien deux jambes à ce rallye sur les marchés d'actions et sur des actifs risqués en général, hein, les actifs du crédit ont aussi largement bénéficié, et ça sans volatilité. On a une jambe qui fonctionne un peu moins bien, c'est celle des taux d'intérêt, et donc il nous semble que d'estimer qu'on aura une trajectoire rendement-risque équivalente à celle qu'on a pu avoir, c'est illusoire. C'est possiblement illusoire. La trajectoire future ne sera donc pas aussi linéaire qu'elle a été par le passé. Ça justifie pour nous d'enlever un petit peu de risque, c'est-à-dire prendre des profits en tout cas ou rentrer des protections dans un portefeuille. On garde des expositions au marché d'actions. Et puis, là aussi, sur la trajectoire de taux d'intérêt, je pense que voilà, se reposer sur ces mécanismes de parité des risques qui diraient d'être acheteur d'actions et acheteur de taux nominaux, là aussi, il faut faire un petit peu attention. Donc, plutôt que d'avoir un portefeuille basé sur de la parité des risques, on préfère baser ça sur la parité des risques inflationnistes. Ah ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire Kevin, on garde des actions, et plutôt que de se reposer sur de la corrélation action-taux, on achète des protections, et sur le moteur taux d'intérêt, on préfère des taux réels à des taux nominaux, donc ajustés de l'inflation d'une part. On a plutôt dans ce qu'on appelle des positions de quantification, c'est-à-dire qu'on pourrait voir les taux d'intérêt plus haut que ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que risque inflationniste d'une part, des déficits à financer de l'autre, et puis si on a des baisses de taux, c'est plutôt pour stimuler la croissance économique, et plus de croissance économique, ça veut dire des taux d'intérêt qui sont un peu plus hauts. D'accord. Mais l'idée que X baisses de taux ne se traduiront pas par une baisse forcément équivalente des taux longs à l'arrivée. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Sur les actions, effectivement, l'enseignement, c'est aussi de dire que effectivement, le moteur taux s'est un petit peu éventé aujourd'hui, et que le moteur des résultats, on est plongé en pleine période de publication de résultats, sera peut-être pas un moteur suffisant en tout cas pour maintenir cette trajectoire, comme vous le disiez, qu'on a observé sur plusieurs mois maintenant derrière nous. Oui, tout à fait. C'est que la conjoncture économique aux États-Unis, elle est bonne, mais elle est quand même un peu moins bonne que ce qu'on a eu par le passé. Il y a une forme de ralentissement dans ces perspectives de résultats des entreprises. Hein. Alors, ils sont encore relativement, on va dire, élevés aux États-Unis pour cette année 2024, autour de 10%, moins en zone euro. Sur le trimestre, on a quand même vu des revisions à la baisse des publications de résultats, certaines à lesquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, qui sont bonnes, mais un petit peu moins bonnes que ce qui est anticipé. C'est le problème des valorisations. Bien sûr. C'est que les investisseurs projettent dans le futur ce qu'ils ont vu par le passé. Et ça se passe en général pas comme ça, en tout cas pas tout le temps comme ça. Il y a un autre phénomène auquel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la base des comparables. C'est-à-dire que quand on regarde des résultats, on les regarde souvent un trimestre par rapport à un autre, une année par rapport à l'année précédente, et l'année 2023 était très bonne. On avait une croissance des résultats à deux chiffres, plus de 10%. Ce sera peut-être le mouvement de balancier sur cette publication de résultats en Europe en tout cas. Quel type de profil action on a envie d'avoir en portefeuille aujourd'hui? Est-ce qu'on garde quand même l'idée d'avoir quand même un certain momentum? Est-ce qu'on va chercher, je ne sais pas, du dividende? Est-ce qu'on va chercher des matières premières aussi, qui sont des secteurs qu'on n'a pas vu spécialement surperformer ces derniers temps? Alors, aligné avec cette idée d'avoir un portefeuille équilibré et en intégrant bien cette perspective de risque inflationniste, parce que je crois que c'est quand même un risque qui est important aujourd'hui, on aime bien tenir les deux bouts de la chaîne, cette stratégie de barbell, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des entreprises, taux de croissance visible d'un côté, et puis en face de ça, plutôt certains secteurs qui sont liés aux matières premières, donc le secteur des matières premières notamment. Ça peut prendre plusieurs formes.
ce qui est lié à des matières premières plutôt traditionnelles, type pétrole, par exemple. Certaines valeurs pourraient en bénéficier. Le secteur, un métal comme le cuivre, par exemple. Bien sûr. On a une demande chinoise qui est très forte pour le cuivre, c'est à peu près 60% de la demande mondiale. Ouais. Par contre, contrairement à des minerais de fer, c'est que 25% qui est utilisé par la construction. Le minerai de fer, c'est de 50%. Donc plutôt lié à de l'électrification, c'est certaines matières premières qu'on va avoir dans un portefeuille. Et puis de l'or aussi, vous parliez de l'urgence du risque géopolitique. L'or, c'est fortement apprécié. Ça fait quand même un instrument de couverture qui peut être utile dans un portefeuille action. Bon, et l'or, on dit toujours qu'il faut en avoir un peu, mais il faut en avoir un peu plus qu'un peu aujourd'hui. Enfin, ou en tout cas, dans le peu d'or qu'on recommande d'avoir dans une allocation, on est plutôt dans la limite supérieure aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, si je regarde un portefeuille comme Carmignac Patrimoine, on en a à peu près 5% dans ce portefeuille-là. Plutôt aligné avec des moyennes historiques, parce qu'on prend acte de la bonne trajectoire de performance de ces marchés-là. Et de l'autre, si on est cohérent, c'est-à-dire que si on a potentiellement un environnement de taux, on a des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés que par le passé, on ne s'attend pas à une deuxième jambe d'appréciation de 20%. Mais c'est sans doute un meilleur outil pour gérer des risques dans un portefeuille aujourd'hui qu'un instrument de taux souverain émis par un émetteur bien noté. Très clair. On cherche l'actif sans risque, l'actif qui protège aujourd'hui dans un environnement où effectivement l'inflation reste peut-être un peu trop élevée pour permettre au marché obligataire traditionnel de jouer ce rôle. On l'a vu encore au cours des dernières semaines. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous dans cette édition du début de semaine à la mi-journée le lundi sur Bismart. Venons-en aux événements du week-end et des derniers jours aux États-Unis sur le front politique et sur le front des affaires. C'est notre quart d'heure hebdomadaire américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Il aura fallu un long moment pour que la Chambre des représentants trouve le compromis nécessaire et suffisant pour voter ce nouveau package d'aide à l'Ukraine. Avec effectivement une alliance inédite qui s'est formée de ce point de vue-là à la Chambre des représentants, emmenée par le speaker républicain Mike Johnson. Comment est-ce que ce package d'aide à l'Ukraine a pu être obtenu à la Chambre des représentants ce week-end, Pierre-Yves, et pourquoi est-ce que Mike Johnson, le speaker républicain, a-t-il soutenu ce vote de ce package d'aide à l'Ukraine ? Mike Johnson a connu un parcours politique absolument incroyable. Il était un obscur représentant de l'État de Louisiane il y a 2 ans. Il n'avait jamais rencontré non seulement le président, ni le Biden, ni la vice-présidente Kamala Harris. Il ne connaissait pas le leader républicain de la Chambre des représentants. Il n'était pas grand-chose. Il était catégorisé comme un extrémiste du Sud, un trumpiste isolationniste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été sorti de ce lot quand il a fallu trouver un remplaçant au républicain californien relativement centriste qui était Kevin McCarthy. Mike Johnson a complètement changé d'avis sur l'Ukraine. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et il a dit c'est un rendez-vous de l'histoire pour l'Amérique. Et peu importe qu'éventuellement j'y laisse ma peau de speaker, je dois faire ce qui est bon pour l'Amérique et ce qui est bon pour l'histoire. Il a décidé de découper en 4 le projet de loi bipartite qui avait été adopté mi-février par le Sénat, de manière assez cohérente d'ailleurs, avec une tranche Ukraine, en gros 60 milliards de dollars d'aide, une tranche pour Israël, avec 17 milliards plus 9 d'aide humanitaire, et une beaucoup plus petite tranche de l'ordre de, je ne l'ai plus en tête, 8 milliards pour Taïwan. Et puis la dernière tranche, c'est une tranche qui était destinée à séduire certains républicains récalcitrants qui comprenaient l'idée suggérée par le président, l'ancien président Trump, qui était non pas de donner de l'argent à l'Ukraine, mais soit de le prêter, soit d'utiliser des actifs russes que l'on pouvait saisir et qui servaient de gage. Et dans cette 4e tranche aussi, il y a l'éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis si ByteDance, la maison mère, ne voulait pas s'en débarrasser. Alors c'est passé comme ça, en 4 tranches, avec 4 majorités différentes, avec un bipartisme qui a changé suivant les tranches, mais qui a tout de même permis
de faire voter sur l'Ukraine 101 républicains sur un total de 218 élus. Donc ce n'est pas la majorité des élus républicains, mais c'est pas loin tout de même. Et avec une très large majorité démocrate, le package ukrainien est passé. Pourquoi est-ce que Mike Johnson a changé d'avis? D'abord, il a changé d'avis parce que la situation sur le terrain a changé. Et l'Ukraine est en train de perdre. Et si les États-Unis ne fournissent pas abondamment les munitions que l'Ukraine a utilisées et ne rajoutent pas des nouveaux équipements, et en particulier de nouveaux missiles guidés à moyenne portée, l'Ukraine va perdre. Mike Johnson en a été convaincu par tous les briefings des services de renseignement américains auxquels il a assisté et auxquels il n'assistait pas lorsqu'il n'était qu'un simple représentant de l'État de Louisiane. Et puis, il a été sous forte pression, pas simplement de la Maison-Blanche, mais sous forte pression de Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, qui n'est pas vraiment quelqu'un de gauche, mais qui n'est pas trumpiste, et surtout qui est en train de partir, qui a donné qui a annoncé qu'il allait partir en retraite en novembre, et qui veut faire de l'adoption de l'aide à l'Ukraine un élément très important de son départ pour couronner sa carrière, considérant que les États-Unis, quand ils disent qu'ils sont l'allié d'un pays, ne peuvent pas l'abandonner au milieu du gué. Et puis, il y a la possibilité que si les plus trumpistes que les trumpistes à la Chambre des représentants décident de lancer un vote en destitution de Mike Johnson, qui est vraiment, sincèrement, c'est quelqu'un qui a une grande foi chrétienne, qui a évolué dans un milieu Southern Baptist de très grande religiosité, et de dire, écoutez, je fais ce qui me paraît être le bien, et Dieu décidera si je serai sanctionné pour cela ou si je ne le serai pas. Et probablement que des démocrates voteront pour l'aider et le maintenir en position de speaker, sachant, je termine là-dessus, que Donald Trump, on en avait parlé ensemble la semaine dernière, lui avait donné sa bénédiction en lui disant « tu fais un très très bon travail compte tenu de la très faible majorité dont les républicains disposent à la Chambre ». Il est devenu un homme clé du dispositif Trump au Congrès aujourd'hui, Mike Johnson, malgré les menaces des, comment vous dites, les plus Trumpistes que les Trumpistes. Alors, vous savez, Donald Trump change d'avis comme de cravate. Aujourd'hui, Donald Trump aime beaucoup Mike Johnson. Ça peut changer demain. Mais pour l'instant, la validation des choix difficiles faits par le président Trump à Michael Johnson est quelque chose qui va aider Michael Johnson à durer. Il y a aussi tout simplement, si les républicains se débarrassent de Mike Johnson, qui va le remplacer? Il n'y a pas de candidat évident. Du côté des affaires, une usine automobile qui voit l'arrivée d'un syndicat aussi puissant que UAW, c'est toujours un événement, Pierre-Yves. En l'occurrence, c'est même un événement historique puisqu'on parle de l'usine Volkswagen qui est située dans l'État du sud du Tennessee, Pierre-Yves, et donc UAW, le puissant syndicat automobile qui avait remporté ses grandes victoires, on s'en souvient, il y a quelques mois contre les majors de Détroit, fait son entrée chez Volkswagen. Pourquoi est-ce que c'est un événement important et quelles peuvent être les conséquences de cet événement? Ça fait 30 ans que UAW espère convaincre les ouvriers de ces nouvelles usines automobiles du sud des États-Unis de rejoindre leur mouvement. Et ça fait 30 ans qu'ils échouent. Ils ont échoué à 2 reprises dans cette usine de Chattanooga de Volkswagen. Ils ont échoué en 2014 et en 2019. De même qu'ils avaient échoué à convaincre les ouvriers de l'usine Nissan du Mississippi en 2017. C'est indispensable pour la survie du syndicat de convaincre les nouvelles usines automobiles qui sont gérées par des marques étrangères de venir le rejoindre, parce que UAW comptait 1,5 million de membres dans les années 70, il y en a plus que 350 000 aujourd'hui. Alors là aussi, qu'est-ce qui a changé? D'abord, je crois qu'il y a une chose très importante qui a changé, c'est le Covid. L'Américain, qu'il travaille dans l'industrie automobile ou dans les services, n'a plus le même rapport au travail. Je crois que c'est vrai en Europe aussi.
cette espèce de culte du travail qui peut être très très fort aux États-Unis a changé. On est moins intéressé par son propre travail et par la culture de l'entreprise qu'on ne l'est pour ses affaires personnelles et familiales. Et ça, c'est une carte que UAW a très bien su jouer. La deuxième, c'est le déséquilibre du marché du travail avec cette pénurie chronique de main-d'œuvre. Et le mouvement syndical en général et UAW sait que l'offre et la demande de travail sont en train de jouer pour le moment en faveur du mouvement syndical. Et puis, il y a le grand succès remporté par le nouveau patron de UAW l'automne dernier, avec cette grève très agressive mais très progressive qu'il a menée et qui a permis de renégocier une convention collective avec les 3 constructeurs américains historiques dans des termes qui ont surpris tout le monde et qui sont beaucoup plus avantageux que ce que l'on imaginait, avec en particulier la suppression de la double échelle de salaire, puisque maintenant les nouvelles recrues seront très rapidement rémunérés aussi bien que les ouvriers d'expérience. Alors ça a fait réfléchir pas mal les ouvriers de Volkswagen à Chattanooga. On peut ajouter à cela, bien sûr, la campagne de la Maison-Blanche. Le président Biden s'engage à chaque fois qu'il le peut sur tous les sujets, avec tous les mouvements syndicaux possibles, en faveur des grévistes, en faveur des syndicats. Il croit dur comme fer que l'avenir du Parti démocrate est plus que jamais dans la reconstitution d'un mouvement syndical solide. Il s'était rendu sur un piquet de grève à l'automne dernier, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, il est allé sur les piquets de grève. On n'avait jamais vu un président sur un piquet de grève. Il a mis la casquette et pas le t-shirt, mais la casquette de UAW. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour UAW? Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Volkswagen qui, un petit peu naïvement, il y a quelques années, pensait qu'on pouvait adapter le modèle syndical allemand à la réalité américaine? Alors là, je leur souhaite bonne chance parce que UAW, ce n'est pas du tout des syndicalistes à l'allemande. Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain, en particulier au mois de mai, lorsque des élections vont se tenir dans une usine de Daimler-Benz en Alabama, où là encore, UAW va essayer d'obtenir le droit de représenter. Si j'ai le temps, je dois rappeler quand même une chose très importante sur ce que c'est que la représentation syndicale et le monopole syndical américain. Vous avez 30 secondes, Aux Pierre. États-Unis, 28 États sont des right to work states qui interdisent le modèle qui consiste à dire si vous voulez travailler chez Ford ou chez General Motors, il faut être membre d'un syndicat unique. Vous n'avez pas le droit de choisir. Il n'y a qu'un seul syndicat, il a le monopole de l'embauche. Si vous ne voulez pas payer de contributions mensuelles importantes à ce syndicat, vous ne pourrez pas travailler sur les chaînes. Et ce modèle-là est interdit dans 28 États. Et c'est ce modèle-là que Joe Biden et UAW voudraient voir pratiqué dans tous les États américains. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains, que ce soit le monde politique ou le monde des affaires. Pierre-Yves Dugas avec nous, correspondant américain pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.